je vais effectivement intervenir de manière assez contrastée par rapport à mon prédécesseur. D'abord, je parlerai plus des animaux, peut-être même uniquement des vers de terre, en tous les cas donc de la biologie. Et deuxièmement, je vais vous projeter 45 ans en arrière, 1965, non pas tant parce que je prépare l'agrégation cette année-là, mais parce qu'on vient d'avoir 3 prix Nobel et que c'est une espèce de basculement, pour ne pas dire une révolution, dans l'appréhension de ce qu'on appelait à l'époque les sciences naturelles. Et effectivement, la PBG devient un PBG à ce moment-là, c'est-à-dire biologie, géologie, alors qu'elle s'appelait donc avant Union des naturalistes, et il y a beaucoup de changements. L'autre changement, c'est effectivement le fait que l'enseignement qui n'était qu'en terminale en lycée devient en première, série D, puis en seconde, mais beaucoup plus tard, en 1982. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, mon plan, donc, que vous avez sous les yeux, je vais développer 3 points, peut-être pas le 4e, puisqu'on en a déjà dit quelques mots. C'est d'une part des problèmes de langage, avec donc une difficulté, c'est la monosémie. Est-ce qu'on peut donner un sens unique, univoque au mot sol? Et je proposerai la polysémie ou polyphonie pour jouer dans un registre musical plutôt que voilà, qui est créatrice. Deuxièmement, donc je parlerai des vers de terre depuis Darwin, donc ce que j'appelle une révolution inaperçue, mais vous en avez eu une autre tout à l'heure avec l'exposé de M. Solos. Donc c'est un monde qu'on ignore, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un monde qu'on découvre et auquel on ne prête aucune attention. Cette révolution souligne aussi une idée, c'est que ce sont les vivants qui créent leur milieu, qui le construisent. 3e chapitre, donc sur le complexe argilo-humique, je ne le développerai pas, je vais juste le développer dans une idée, donc qui est que ici on a une intrication entre des processus de dégradation, de destruction et des processus de construction, et qu'on a une large tendance à sous-estimer les processus de construction. Autrement dit que le vivant, ici aussi, donc s'oppose d'une certaine façon à, si on veut utiliser un mot plus contemporain, à l'entropie, s'oppose à la dégradation. Alors, c'est en ce sens où, donc, mon intervention, j'ai parfois le sentiment, surtout par rapport à l'exposé précédent, de jouer un peu à la mouche du coche, c'est-à-dire sur le plan factuel, je dirais assez peu de choses, mais donc j'essayerai quand même de justifier comme base de ce que j'appelle la didactique une approche d'épistémologie qui est nécessairement historique. Alors ce sera donc court, j'ai dit 1965, mais donc depuis 1965, donc on a eu plusieurs programmes d'enseignement. Je m'appuierai plutôt sur les manuels qui ont été fabriqués que sur les programmes eux-mêmes. Donc en 1981, il y a mise en place de la classe de seconde pour la première fois. Cette mise en place se fait sur plusieurs années parce que les enseignants ne sont pas recrutés en conséquence. Et donc on voit un programme qui ensuite donne lieu à plusieurs séries de manuels qui se corrigent les uns les autres. Puis 87, puis 93. En 99, le sol disparaît, je ne sais pas pourquoi. Et en 2010, le sol réapparaît, mais d'une façon qui est très différente. D'une façon qui est, j'allais dire, à nouveau un faire-valoir d'autre chose, à moins que ce soit plutôt journalistique. Voilà. Alors, ici, donc, alors on va voir si ça marche. Toc, c'est bon. Excusez-moi, mais c'est la 2e fois que je fais un PowerPoint.
Ce n'est pas encore beaucoup d'habileté. Donc, une petite phrase un peu provocatrice au départ. Le projet d'une didactique, l'objet d'un enseignement, disons, hein, c'est pas d'augmenter le rendement de la pensée. Alors, dans notre cas précis, pas de former des ingénieurs agronomes. Bon, si on était en biologie, ce ne serait pas de former des médecins, mais d'essayer de construire aussi une culture scientifique, qui n'est pas qu'un ensemble de données factuelles. À l'aide d'une réflexion historique, d'épistémologie historique, non pas tant pour l'histoire, mais pour que vous vous projetiez dans les 30 ans à venir par rapport à l'exposé de mon prédécesseur. Que sera-t-il devenu dans 30 ans, cet exposé, sur le plan factuel? Bien sûr, en prenant en compte les pratiques sociales, mais sans partir des pratiques sociales. Je ferai une allusion plusieurs fois à l'immunologie, parce que je trouve qu'il y a un parallèle étonnant entre l'introduction de l'immunologie et l'introduction de la pédologie, ou de la science des sols, ou de l'agronomie. Et dans les deux cas, on part d'une pratique empirique, avec un certain nombre de pratiques relativement peu justifiées sur le plan scientifique, et puis progressivement on aboutit à un système. Et puis ensuite, tout d'un coup, avec l'immunologie, on rebascule, puisqu'on commence par le sida, c'est-à-dire quelque chose qui n'a, je ne dirais pas rien à voir avec l'immunologie, mais enfin qui n'est pas du tout central comme entrée. Donc on a toute cette évolution de l'enseignement que je vais essayer de tracer. Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est qu'on parle plus ou moins de sol dans beaucoup de chapitres différents. Et si je veux examiner un manuel scolaire, j'en ai amené qu'un seul, donc, qui est le premier, c'est donc le premier dès 1966 dans la collection Campagnel ici, parce qu'il a une certaine originalité, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, c'est assez étonnant. On ne connaît pas les auteurs, ils sont 6, 7, 8, 10, donc on ne sait pas qui a fait quel chapitre. Ça m'évitera de les citer et de me mettre à dos telle ou telle personne. Par ailleurs, on en parle en géologie, et les géologues ont tendance à tirer la couverture à eux. On en parle en microbiologie, on vient de le faire dans l'exposé précédent, pour tout ce qui est par exemple cycle de l'azote. On en parle en physiologie végétale, on en parle en écologie, etc., etc. Et il faut lire tous ces chapitres, et tous ne disent pas exactement la même chose. D'ailleurs, ils sont parfois même en contradiction les uns avec les autres. Les auteurs, peut-être, n'ont pas le temps de se coordonner ou d'écrire suffisamment de manière cohérente. Je ne sais pas. Par ailleurs, il y a aussi l'ordre pédagogique qui est utilisé. Donc on peut soit commencer par des observations pratiques, et Dieu sait si sur le sol on peut faire beaucoup de choses en travaux pratiques, c'est bien aussi ça qui fait que ce chapitre est resté pendant très longtemps, depuis la dissection du ver de terre qu'on faisait autrefois soit en collège, soit en première M', alors là je remonte encore beaucoup plus loin dans le temps, en passant par l'extraction de la faune du sol, la culture, etc. Ici, je citerai simplement Altier 1993 et c'est tout, et sans plus. Alors, oui, ça c'est les programmes, je viens de les citer. Voilà. Alors, si j'ai mis en titre, donc, biologie du sol, concept biologique de sol, ça veut dire qu'il y a d'autres concepts de sol, en particulier physico-chimiques, biochimiques, agronomiques, etc. Bon. Et donc dans le précédent colloque, en novembre, j'avais un petit peu taquiné Denise Orange sur le mot histoire, puisqu'elle parlait de petites histoires pour décrire ce que moi j'appelais des récits des élèves. Autrefois, nous, on s'appelait histoire naturelle, faut remonter alors là vraiment très loin, mais c'est quand même présent dans le langage courant. La conception de notre président de la République de l'histoire instrumentalisée ne doit certainement pas convenir à d'autres personnes qui sont des véritables historiens, etc. Une seule idée, donc, il est très rare qu'on puisse utiliser un mot sans le qualifier, ou le disqualifier d'ailleurs, c'est-à-dire sans le préciser. Hein, donc,
biologie du sol, bien sûr, mais sol tout seul, on ne sait pas trop de quoi on parle. Voilà, c'est ça mon idée. Hein. Le mot histoire est évident, le mot sol est évident. Non, il ne l'est pas du tout. Il y a beaucoup de conceptions différentes qui sont présentes là et qu'on peut discuter. Il faut presque toujours ajouter une qualification. Si vous dites hypothèse, j'aurais envie de vous dire, dites hypothèse opératoire. Ajoutez à chaque fois le mot opératoire. Si votre hypothèse n'est pas opératoire, elle est inefficace, au moins temporairement, et ainsi de suite. Alors, le mot sol, lui-même, plan d'occupation des sols, c'est ça qui vient peut-être en premier à l'esprit. Je veux dire qu'on va le retrouver dans l'aspect destruction des sols. Plan d'occupation des sols, oui, c'est la première idée, c'est le sens de base du sol, faire de la gymnastique au sol, etc. C'est ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on construit, c'est une surface au départ. Et dans beaucoup de situations, quand on passe en biologie, c'est aussi simplement le support de l'enracinement des végétaux. Donc le sol n'apparaît que comme une espèce de support, et c'est tout. Ensuite, et on vient de le voir dans l'exposé précédent, donc c'est une ressource. C'est une ressource pour les végétaux qui poussent dessus, pour éventuellement les animaux indirectement. Quand on observe donc le premier livre, alors j'ai pas pris le Hatier, mais on pourrait le prendre aussi bien sûr, d'autant plus qu'il y avait Gabriel Gau dans l'autre équipe, que vous avez vu l'autre fois. On est dans une optique d'écologie, pas du tout d'agronomie. C'est une écologie même, j'allais dire, sans l'homme à l'époque, où l'homme est réduit à la même place que la plupart des autres animaux, enfin on essaye. Et donc le sol est un facteur édaphique. Et selon les chapitres, c'est même un facteur édaphique abiotique, ce qui est un peu extraordinaire. Et puis quand même, visiblement, l'auteur parle assez longuement des vers de terre, assez longuement de la faune du sol, et donc on a une situation un petit peu mixte. Ensuite, quand on est en 93, en 83, le sol reste pratiquement un facteur édaphique dans les manuels. En 93, donc, le sol devient un milieu. Il devient même une niche écologique. Alors, petite anecdote, puisque j'ai passé l'agrégation en 66, cette année-là, on nous a dit, attendez, il y a un prix Nobel, Jacob Monod-Wolf, il faudrait que vous sachiez, il y a l'écologie qui entre, il y a la tectonique des plaques qui commence tout juste, etc., etc. Il faudrait vous mettre au courant vite, on ne vous a jamais appris ça à l'université. Bon, donc j'ai ensuite passé l'ensemble de ma carrière à courir après les choses nouvelles que je ne connaissais pas, et je viens aujourd'hui de prendre, non pas une grande claque dans la figure, mais un grand intérêt sur une totalité de choses que j'ignorais et que je continuerai à ignorer peut-être puisque je suis quand même à la retraite. Donc, niche écologique, la pauvre demoiselle qui a eu ça comme leçon, évidemment, s'est torturée parce qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Mais les membres du jury se sont violemment, apparemment, engueulés les uns avec les autres parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur la définition de ce que c'est qu'une niche écologique. À l'époque, donc, le doyen Campan avait son fils Raymond Campan qui était éthologiste et qui a dû beaucoup pousser pour ça. Ensuite, donc, on décrit des réseaux trophiques, et ça devient un système, puis ça devient un écosystème, mais alors là, j'ai beaucoup de mal à savoir quel est le contour de cet écosystème, parce que est-ce que c'est le sol lui-même dans la partie donc on vient de nous décrire qui est un écosystème, ou bien est-ce que c'est un élément d'un écosystème au-dessus, etc. La définition même de ce que c'est qu'un écosystème est assez ici délicate. Puis on revient au développement durable et tout d'un coup le sol redevient une ressource, puits de carbone, on vient de nous dire, biodiversité extraordinaire, etc. Voilà. Et donc on a une tension qui est irréductible
entre le sol comme ressource, aux deux pôles de l'histoire, et le sol comme écosystème. Si on lit les définitions du sol dans le site de l'INRA, par exemple, ils mettent écosystème en premier, et bien que ce soit l'INRA, et donc ressources en second. Si j'insiste un peu plus, le mot milieu lui-même nous laisse extrêmement perplexes. J'ai fait un article dans le bulletin de la PBG, j'ai fait beaucoup d'articles dans le bulletin de la PBG. Et ici, donc, en 2007, j'ai fait un article sur 4 sens possibles du mot milieu qui se contredisent et qui sont utilisés simultanément dans les manuels, dans les cours et autres. Il y a donc une tension entre le milieu physique qui préexiste, c'est le milieu aquatique, le milieu terrestre, mais le milieu terrestre comme lieu de locomotion ou de circulation, pas forcément donc comme source ou ressource. Ensuite, vous avez donc le milieu qui se réfère aux êtres vivants. Et à ce moment-là, le milieu n'est pas l'ensemble des facteurs physico-chimiques et biotiques, mais simplement ceux qui correspondent aux besoins de l'animal qui est dedans. On peut dire que c'est un peu la projection de ces besoins. Donc ça n'est plus une réalité concrète, c'est une réalité abstraite. Ensuite, vous avez évidemment toute la dynamique fonctionnelle, on vient de vous en décrire des exemples, c'est-à-dire que le vivant modifie son milieu, mais l'exemple c'est plutôt les plantes qui poussent dessus, par exemple les pins, l'enraisinement qui acidifie le sol, etc. etc. Et puis, donc, cette idée que j'essayerai de mettre en avant plus, c'est que le milieu est créé, organisé, recréé en permanence par les vivants eux-mêmes. Autrement dit, ici, je mets en premier les vivants dans la définition du concept de sol. Voilà, et du concept de milieu, si on admet que le sol est un milieu. Vous avez ici une discussion, elle est difficile et elle est durable, pour le prendre sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'on va trouver en permanence les deux sens. Alors, j'ai dit petit parallèle avec l'immunologie, et je cite, en lui rendant rapidement hommage, Anne-Marie Moulin. Anne-Marie Moulin, donc, qui est... alors, c'est là où, donc, en épistémologie didactique, il faut lire des philosophes. Mais des philosophes qui sont extrêmement compétents en biologie. Ici, elle est médecin. Elle est médecin consultant en parasitologie. Elle a créé, donc, au Yémen, une consultation de parasitologie, mais elle est agrégée de philo, elle est directeur de recherche au CNRS en histoire des sciences. Elle a été donc directeur du département de la santé à l'IRD, pas évidemment le sol. Puis au Caire, elle est maintenant à la retraite, puisqu'elle a à peu près mon âge. Ce qui est caractéristique, c'est que le livre d'histoire de l'immunologie s'appelle « Le dernier langage de la médecine ». Autrement dit, elle met en titre « langage », dernier au sens de plus récent, pas dernier au sens ultime, bien sûr. Histoire de l'immunologie de Pasteur, mais chez Pasteur, il n'y a pas encore d'immunologie, bien sûr, du tout. Il y a des vaccinations, mais ça ne prend pas la même, disons, consistance. Au sida, donc, qui est à l'époque où elle a écrit son livre, la révolution importante. Elle a un énorme recueil qui s'appelle L'aventure de la vaccination. Donc, ça, vous trouverez là toutes les données empiriques plus que jusqu'aux données les plus modernes. Et pour reprendre donc la question du langage, elle propose dans un petit article que j'avais sollicité le terme de récepteur pour montrer que ce mot est extrêmement polysémique et que c'est ça qui fait sa richesse, c'est ça qui fait sa créativité inventive. C'est pas du tout la monosémie du mot qui est plutôt stérilisante.
C'est dans la revue Aster, qui est la revue rouge de l'INRP, qui a eu 49 numéros, ça vient de s'arrêter, et c'est maintenant repris par RDST, Recherche en didactique des sciences et des techniques. Vous demanderez à Yann, qui fait partie du comité de rédaction. Voilà. Alors, si je ne le fais pas moi-même, mais donc si vous lisez son histoire de l'immunologie avec dans la tête l'histoire de l'enseignement du sol, vous allez trouver de nombreux parallèles étonnants ici. Alors, il y a un certain nombre de, si on reste toujours dans le domaine du langage, il y a un certain nombre de choses dont il faut se méfier quand on est avec les élèves. Deux sciences dites en attente, c'est son idée, l'immunologie, la pédologie. À partir de la microbiologie, on arrive à l'immunologie, à partir de la microbiologie, on arrive au sol. Voilà. Alors, si on utilise un mot créé de toutes pièces, édaphique, c'est bien, mais je ne l'ai pratiquement jamais vu employé, sauf dans le premier livre de première D de 66. Pratiquement, le mot n'est pas dans le Petit Larousse et il est rarement employé. Si j'utilise le mot pédologie, qui n'est pas initialement employé, on dit agronomie, certains ont dit agrologie, mais je n'ai pas vu le mot beaucoup utilisé. Ensuite, donc, c'est dynamique du sol, mais ensuite c'est pédologie, le Duchaufour, pour ceux qui le connaissent, qui est de 65, autant que je me souviens. Je vous déconseille totalement d'utiliser ce mot, pour des raisons qui sont, comment dire, des mécanismes que Freud a parfaitement analysés, qui sont des mécanismes de condensation, de déplacement avec les racines grecques ou latines. Alors, le grec pédone, donc on supprime le N, ça fait pédologie. Mais PED, PED, ici, existe aussi comme paidos, l'enfant. Et ensuite, vous trouvez soit un O, soit un I, soit un A, soit un E derrière, et ça vous fait donc pédophilie. On en parle beaucoup. Pédopsychiatrie, pédagogie, pédérastie, pédiatrie, etc. Bon. Dans la tête des élèves que vous avez en face de vous, je pense qu'une bonne partie de ces mots sont présents et on glisse facilement de l'un à l'autre. Petite remarque ici, pédérastie, ici, n'a pas du tout le sens commun qu'il a actuellement. Hein, je l'ai mis en dessous, c'est l'attirance sexuelle d'un homme adulte pour un enfant, et elle désigne abusivement l'homosexualité masculine, PD, pour deux raisons complémentaires. L'une, évidemment, c'est d'atténuer peut-être la gravité de la pédophilie, à moins que dans l'autre sens, ce soit pour aggraver le comportement homosexuel. C'est comme vous voulez. Il y a un cardinal de Rome là, qui a utilisé ça comme argument récemment, mais laissons ça de côté. En tous les cas, vous glissez à tous les coups dans ça avec le mot pédologie. Alors laissez-le de côté. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler que nous avons un ministre de l'intégrité qui a réussi une magnifique condensation entre le mot digital et le mot génétique. Il s'agissait d'empreinte. Hein. Et donc, évidemment, ça pourrait faire digitique, mais ça n'a aucun sens. Et dans l'autre sens, ça a fait génital. Empreinte génitale. Voilà, ça c'est un mécanisme freudien par excellence. Mais vous n'y échapperez pas. Forcément. Alors, j'ai dit dans les définitions, donc le vivant crée son... Bon, niche écologique, je vais laisser de côté, on en a parlé. Donc, j'ai dit le vivant crée son milieu, donc en tout premier, les vers de terre. Alors, comment dire, les vers de terre, c'est Darwin qui en parle, le premier. Et non seulement il en parle dans ce livre qui a été traduit en français, qui a été retraduit récemment donc, par l'Institut Charles Darwin, qui est organisé, dirigé par Patrick Thor, mais il en parle dès 1837. J'ai juste mis les références, vous chercherez sur Internet, 38, 40, 44, 69.
Il écrit beaucoup d'articles là-dessus et un livre, donc 1881, où il parle de l'importance des vers de terre. Je n'ai pas trouvé aucun manuel qui le cite. J'ai trouvé un petit livre qui s'appelle donc l'élevage des animaux, fait par Marcel Cyr, qui a eu une grande importance parce qu'il nous servait beaucoup pour faire des travaux pratiques. Marcel Cyr, inspecteur général des musées. Donc, et c'est tout. Et il le cite 2 lignes, et c'est tout. Donc, Darwin, ici, est connu pour la révolution sur la compréhension de l'évolution. Et moi, c'est ce que j'appelle ici une révolution inaperçue. J'ai trouvé un autre mot qui est une subversion infinitésimale. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose d'extrêmement important que personne ne remarque et dont on ne soulève pas du tout l'importance. Je dirais que si je fais un peu donc d'épistémologie avec un peu de recul, c'est une grande idée en biologie. Les physiciens ont plein de grandes révolutions coperniciennes, etc., extrêmement évidentes. La biologie a beaucoup de petites révolutions inaperçues. J'en cite une qui n'a rien à voir avec le sol, bien sûr. C'est donc le fait qu'un certain Moritz Schiff, vous en avez jamais entendu parler, qui fait une expérience en vue de décider si le rôle de la thyroïde dépend de sa position et de ses relations anatomiques, ou bien s'il est lié à la sécrétion d'une substance versée dans le sang, et au lieu de retirer la thyroïde, ou de la regreffer mais à la même place, il la déplace, et il la greffe au niveau abdominal. C'est une petite chose qu'on dit comme ça d'une phrase, c'est une révolution extraordinaire, puisque effectivement, si elle agit toujours en étant déplacée, c'est qu'elle agit par la circulation sanguine, et non pas par sa position et ses relations. Voilà, c'est un autre exemple de révolution. Vous trouverez ça dans un livre de Canguilhem, que je cite en dessous, vous l'aurez dans la... Voilà. Alors, les vers de terre, si je repars du côté universitaire, l'entrée étant pendant très longtemps une entrée agronomique, puisque si je prends le biologie Pléiade fait par Rostand en 1965, qui est un peu la synthèse de tout ce qu'on pouvait dire en biologie sous cette rubrique-là à l'époque, il n'y a rien du tout sur le sol, il n'y a rien du tout, bien sûr, sur les vers de terre. Plus exactement, on ne parle de vers de terre que comme annélides, c'est-à-dire ces animaux qui ont cette structure en anneau et qu'on peut aussi, paraît-il, faire régénérer quand on les coupe, ce qui était fascinant d'une certaine façon, mais pas du tout dans l'autre sens. Alors, le De Molon, c'est principe d'agronomie, pas un seul mot sur les lombrics, rien. À l'époque, il y a un traité de microbiologie du sol, qui sont des pastoriens. C'est les pastoriens qui s'occupent essentiellement de la microbiologie et de la microbiologie du sol. C'est donc dérivé, c'est donc pratiquement pas enseigné à l'université. Ensuite, vous avez le du Chauffour, comme on dit, principe pédologie. Là, j'ai trouvé 3 lignes. Monsieur Sellas disait qu'il avait trouvé un petit peu plus. Mais 3 lignes sur les lombrics, c'est tout. Voilà. Et puis ensuite, celui qui est cité dans la bibliographie de l'inspection générale récente, là, le Dominique Soltner, qui est ingénieur agronome, mais qui a une vision beaucoup plus large, mais il est quand même dans l'optique, les bases de la production végétale, et il n'est pas quand même dans l'optique d'étudier le sol vraiment pour lui-même. Voilà. Alors, ici, donc, on peut chercher des raisons. Monsieur Sellas vient d'en examiner 3, moi j'en mettrai une ou deux de plus. C'est bien sûr un monde invisible, et c'est même en plus un monde qui est la plupart du temps détruit en surface parce qu'on fait des brûlis, parce qu'on fait des labours, donc on ne s'en préoccupe pas, on les coupe en morceaux si on bêche, ça ne nous gêne pas. Ce sont des animaux
il a dit sale, moi je dirais répugnant, et Xenia fétida. J'ai jamais senti l'odeur fétide de ce pauvre petit ver, mais paraît-il qu'il sent mauvais. Je pense que c'est plutôt la terre qui sent ici. Alors, fascination quand même et répulsion, hein, c'est toujours à double tranchant, fascination et répulsion pour les vers de terre. Ensuite, évidemment, domination de l'approche chimique, NPK, bon, ça suffit, on en a dit quelques mots ici. Domination de la microbiologie, mais là, c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, c'est une condition d'entrée dans la compréhension. Et moi, j'ajouterais la réticence énorme à dénombrer, à compter. C'est-à-dire les mauvaises relations beaucoup de biologistes et d'enseignants de biologie, excusez-moi, avec les mathématiques. Là, il faut aller chercher donc un certain nombre de livres qui incitent à faire des mathématiques et incitent à modéliser. Je ne vais pas vous raconter tous les essais que j'ai pu faire depuis 1975 pour faire la promotion des mathématiques et des relations mathématiques-biologie. Actuellement, c'est sous le mot modélisation que la chose se fait. Je sais que donc l'actuel doyen de l'inspection générale est tout à fait favorable à ça, mais les réticences sont extrêmement nombreuses. Et je pense que dans le fait de compter les vers de terre pour arriver aux chiffres qui sont en milliers par mètre carré, en kilos, etc. par mètre carré, il faut aussi quand même accepter de faire des équations, de faire de la dynamique du sol. Et donc cet après-midi, Brigitte Petrafalvi pourra peut-être vous dire un mot de son fils qui est de la Redulme, qui est mathématicien et qui fait des modélisations de la symbiose. Je vous recommande de lire son texte. Moi, j'en comprends pas une seule ligne, mais c'est l'actuelle position. Alors sinon, bon, à l'époque, c'était Maxime Lamotte, François Bourlière, etc., bon, qui publiaient des livres sur l'initiation aux méthodes statistiques, puis des problèmes de productivité, des problèmes de dénombrement, des problèmes de comptage, qui sont quand même le point de départ aussi de l'importance que l'on peut donner aux vers de terre. Tant qu'il n'y a pas ça, ça reste un peu anecdotique et un peu occasionnel. Alors, réhabiliter, oui, alors, oui, si, voilà. Vous avez dit le sale, j'ai cité un livre qui est Georges Vigarello, Le propre et le sale. Si vous avez envie de lire ça, vous avez une petite idée de ce qu'on peut appeler le sale et la saleté, qui pourrait s'appliquer aux vers. Lui, il ne parle pas des vers, hein, mais bon, c'est quand même une... Bon. Et on pourrait chercher, j'ai pas beaucoup cherché, des tas de livres sur attraction et répulsion, répugnance, etc. Il y a un livre il y a des psychanalystes qui ont travaillé là-dessus. Alors, les promoteurs des vers de terre, évidemment, il y en a dans la vulgarisation. Il y a donc un certain Marcel Boucher. Je vous ai mis une liste de toutes ses publications, en mettant juste la date, vous les chercherez. Il y en a une qui est bien connue parce qu'elle est citée explicitement dans 2 manuels scolaires, j'allais dire seulement. C'est celle qui est parue dans la Recherche numéro 156 en 1984. Mais Marcel Boucher, donc depuis 1972 jusqu'en 2003, est un infatigable promoteur de l'importance des vers de terre. Il a même écrit dans le journal Le Monde et dans toutes sortes de journaux possibles de vulgarisation. J'ai une petite faiblesse pour Roger Dajose, peut-être parce que je l'ai eu comme assistant à l'université, qui travaillait au muséum à l'époque, dans le laboratoire de Claude Delamarre de Goudeville, et j'ai un texte de Roger Dajose. Je ne vous l'ai pas mis, je le cite simplement. Les vers de terre comptent parmi les plus importants constructeurs de sol. Constructeurs de sol.
Hein, c'est extraordinaire. Ils ne sont pas simplement dans le sol, ils ne sont pas juste à l'utiliser comme milieu de locomotion. Ils sont constructeurs de sol. Ils mélangent intimement les éléments minéraux, les éléments organiques, et ils les distribuent aux diverses profondeurs. Les particules du sol, lorsqu'elles traversent les tubes digestifs des animaux, sont intimement mélangées à la matière végétale et forment des agrégats argilo-humiques. Ce sont les lombriques qui, dans ce domaine, jouent le rôle essentiel. Bon, on pourrait peut-être discuter de ça, mais c'est lui qui le dit, et M. Dajos, vous le connaissez, pour son précis d'écologie, pour ses nombreux articles. Le mécanisme est encore mal connu. Alors on est en 1966, attendez, je recherche la référence, 66, voilà, et on est dans une revue de vulgarisation qui a précédé la revue La Recherche. Il y a Sciences, Progrès, la Nature, enfin il y avait La Nature et Sciences, Progrès séparés puis qui ont fusionné. Sciences, Progrès, la Nature qui est devenu Atome, vous avez Marcel Boucher dedans, et puis qui est devenu La Recherche, hein, en 70, La Recherche. Le mécanisme est encore mal connu. Il semble que les lombriques qui ont une très riche flore intestinale favorisent la synthèse bactérienne de composés voisins de l'humus, qui sont ensuite mélangés à la fraction minérale. Autrement dit, des sécrétions calcaires parfois abondantes provoquent la floculation des composés argilo-humiques. Autrement dit, il donne pratiquement le rôle de constitution du complexe argilo-humique au ver. Je lui en laisse la responsabilité, et je retiens cette idée fondamentale, qui est une idée que Georges Canguilhem avait développée dans d'autres domaines et à d'autres propos, et qui est que le vivant construit son milieu, ça c'est Dajos, et Canguilhem disait le vivant crée son milieu, ce qui est quand même prendre à contre-pied le fait que le vivant subit son milieu, ce que nous ont apporté les phytogéographes. Au début, l'écologie était une écologie essentiellement botanique. On avait l'impression que la répartition des végétaux dépendait des facteurs édaphiques. Alors, on pourrait dire la même chose. Oui, ça va. On pourrait dire la même chose donc sur le complexe argilo-humique. Là encore, je ne vais pas vous en parler longuement. Vous avez tout au fond de la salle M. Alain Monchamp qui, à l'époque, a fait un article qui, je pense, a été scanné et vous sera mis sur le site. Cet article, je l'avais mis dans un recueil d'articles qui était sur le concept de régulation. Et tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu mets un article sur le complexe argilo-humique dans un livre sur la régulation? D'abord, on n'ira jamais le chercher là, et en plus, qu'est-ce que ça a à faire? Alors, le complexe argilo-humique, il a une des principales propriétés de tout concept de régulation, c'est-à-dire qu'il met en relation des éléments étrangers les uns aux autres. J'allais dire comme fait les mécanismes d'allostérie, si je me permets ce petit glissement qui n'est pas évidemment dans le sol, mettre en relation des molécules qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Ici, donc, tout ce qui dérive de la minéralisation d'un granit, par exemple, de l'argile, et puis de l'autre côté, des acides humiques. Deuxièmement, il joue un rôle de complexe absorbant, disait-on, et on insiste souvent uniquement sur absorbant, mais Alain Monchamp nous dit aussi restituant, c'est-à-dire que c'est bien un rôle de tampon, et en particulier donc pour respecter les concentrations ioniques tolérables par les plantes et les animaux, et aussi donc pour mettre en réserve et relibérer. Alors, je n'insiste pas, parce que ce n'est pas mon métier, sur la fonction de structuration, mais je m'appuie dans mon schéma, si je le développais, sur François Jacob, La logique du vivant, par Gallimard en 1970, un livre qui reste étonnamment d'actualité sur le plan théorique. Bien sûr, beaucoup d'espèces sont devenues un peu obsolètes, mais il dégage 7 concepts fondamentaux de la biologie. Quand je dis 7, vous avez compris que c'est un chiffre biblique, c'est-à-dire que c'est 77, plus.
Structure, fonction, milieu, histoire, au double sens de développement et d'évolution. Et puis système, alors à l'époque c'était l'apparition du mot système dans beaucoup de domaines, avec forcément information et régulation. Et pour lui, le concept de régulation, il a pratiquement travaillé toute sa carrière dessus, ici. Donc je reprends, structure du sol grâce au complexe argilo-humique, je ne le développe pas, fonction, donc liée aux charges électriques, etc., bon, vous le savez, c'est un équilibre dynamique dans le temps, et c'est aussi dans sa genèse, parce qu'on n'échappe pas forcément à la genèse du sol à ce niveau-là. Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est que on voit à l'œuvre deux fonctions biologiques fondamentales qui sont étroitement intriquées et difficilement séparables, une fonction de création-construction et une fonction de destruction-dégradation. Ces deux fonctions, ce qui est étonnant, c'est que dans toutes les premières présentations du sol, c'est surtout les fonctions de destruction-dégradation qui sont mises en avant, et pratiquement pas ou très très peu les fonctions de création, le vivant crée son milieu, et de construction, et donc de résistance à la dégradation. Voilà. On peut dire que l'une des fonctions du sol, c'est de s'opposer au lessivage, à la dégradation. Alors, j'ai une petite perfidie, mais j'ai trouvé dans un petit livre de 350 définitions écrites par 5 professeurs de classe préparatoire du lycée Chaptal. Je ne les ai pas eus, moi j'étais avant encore. Voilà, ces gens-là, c'est Bournaïas, Chanton, Blin, Diolet et Gourlaouen qui fut inspecteur général. Et dans leur définition, ils ne parlent que du lessivage vertical et de la formation des horizons. Point, c'est tout. Il n'y a rien du tout sur l'aspect polymérisation des acides humiques, construction, etc. Étonnamment. Si j'écoute les géologues, évidemment, on est aussi toujours dans cette dimension-là. Voilà un petit peu ce que peut être une approche d'épistémologie qui combine la dimension historique. Alors, évidemment, des histoires, vous en trouverez. Moi, je préfère vous citer un peu en décalage des histoires de l'écologie qui parlent de pédologie, et certainement le meilleur, c'est M. Jean-Paul Deléage, qui est physicien d'ailleurs, qui n'est pas du tout biologiste au départ, et qui fait état en particulier de la pédologie russe, qui est quand même à l'origine de beaucoup de choses. Ensuite, vous avez Pascal Acco, qui est une histoire de l'écologie, peut-être un peu trop franco-française, mais enfin, au moins, il a le mérite d'être, disons, au départ. Et puis, je recite Roger Dajose, de quelque chose qui est absolument inconnu. C'est une revue Histoire et Nature, absolument inconnue, qui a disparu d'ailleurs, et dans lequel il y a un très gros texte sur, modestement, éléments pour une histoire de l'écologie, la naissance de l'écologie moderne, qui est donc beaucoup plus développée finalement que son précis d'écologie. Et puis en décalage aussi, François Dagognet. Alors François Dagognet, c'est un philosophe qui fait l'histoire des révolutions vertes et qui montre que le point de départ de la révolution agronomique, c'est bien sûr un certain nombre de travaux, Boussingault, etc., enfin bon, que vous connaissez, mais c'est aussi pour lui et surtout d'abord, non pas le Lavoisier chimiste, mais le Lavoisier collecteur des impôts, qui essaye de rationaliser et en pesant à l'entrée et à la sortie des champs, en pesant les quantités de graines, en pesant les récoltes, etc., et en essayant d'augmenter le rendement de quelque chose qui était extrêmement empirique à l'époque. Et puis ensuite, progressivement, donc, on passe de l'agriculture empirique à l'agronomie, pas agrologie, et puis ensuite à quelque chose qui se veut une science des sols, et qui devient extrêmement, dont les contours deviennent extrêmement difficiles à préciser.
Alors, pour protection et destruction des sols, je me contenterai de vous renvoyer, j'ai quand même remis perfidement le plan d'occupation des sols et la loi d'orientation agricole au départ, parce que c'est aussi ça où on en parle, et d'ailleurs dans les manuels on trouve des photos de villages qui sont devenus ensuite des villes au détriment bien sûr de la terre cultivable. L'INRA, bien sûr, l'IRD, l'ancien Alstom, CEMAGREF, etc. Je vous laisse, et puis le RAMAD sur les catastrophes écologiques, bien sûr. Alors, je reprends un mot de mon prédécesseur. Il y a eu un certain nombre de renversements paradoxaux, et tous ces renversements paradoxaux, ils sont tous encore en balance pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout certain qu'ils soient réussis, qu'on ne revienne pas en arrière. Alors, moi, c'était mon plaidoyer, remettre au premier plan les vers de terre, mais mon prédécesseur disait remettre au premier plan les champignons et les bactéries. Et nous discutions tout à l'heure au passage des champignons prédateurs de nématodes, ce qui est évidemment quelque chose de paradoxal et certainement totalement inconnu. Ensuite, donc, ce passage vers une agriculture sans sol ou extrêmement réductrice, et de l'autre côté, au contraire, la présence des vers. Petite remarque anecdotique, quand les Australiens ont importé des vaches, ils ont oublié d'importer des bousiers. Il a fallu importer des bousiers, sinon ils auraient été envahis. Ils l'ont été d'ailleurs. Cette opposition donc entre le vivant qui dégrade son milieu et le vivant qui structure, synthétise, etc. Le milieu, qui met en réserve et qui aussi restitue, etc., etc. Et pour moi, ce que j'ai vécu, je reprends ce premier livre, une écologie sans l'homme, et puis une écologie qui progressivement devient environnement de l'homme, forcément, qui est recentrée sur l'homme. Voilà un des derniers basculements. Voilà. Et cette approche biologique va poser un certain nombre de limites, et c'est là où je ne peux pas rester uniquement didacticien, épistémologue, mais forcément je passe à quelque chose qui est, on va dire, de la philosophie politique, pour ne pas prendre un mot plus précis. C'est l'agro-industrie, et mon prédécesseur en a fait une petite allusion aussi rapide, entre une exploitation brutale, une exploitation empirique, avec une agrochimie, une agro-industrie, avec des destructions irréversibles, et ici toute l'idéologie qui est derrière, productiviste, etc. Voilà, bien, je vous remercie. J'imagine que vous avez des questions. On a le temps, il nous reste un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions sur cette conférence, ou peut-être aussi sur la précédente. Oui. Oui, Siegfried Lallemand, c'est un peu une remarque. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et je suis tout à fait d'accord sur remettre le vivant au cœur de la construction du sol. C'est ce que je faisais quand j'enseignais la pédologie. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit biais qui est apparu dans un glissement que vous avez fait. Vous avez parlé de polymérisation dans le complexe argilolique, alors que finalement, la matière organique est surtout le fruit de la polycondensation. Et moi, j'insiste beaucoup, en tant que géologue, sur cet aspect aléatoire. Donc, il y a un peu le hasard et la nécessité. Il y a un aspect, le vivant crée des conditions, bien sûr, le nombril va créer des conditions de l'agrégation du complexe argilolique. Il y a quand même aussi l'originalité du sol d'avoir cette espèce de développement aléatoire dans la construction des macromolécules. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît assez important pour moi. Je vais botter en touche, je ne suis pas assez compétent
pour pouvoir répondre. Du moins, mes connaissances ne sont plus suffisamment actualisées, vous devez avoir raison. Ce qui m'intéressait, c'était que dans beaucoup de chapitres et dans beaucoup de manuels, au départ, il y a surtout l'aspect dégradation de la matière organique. Point. Voilà. Et donc, qu'il y ait synthèse ensuite de matière organique, et que cette synthèse participe effectivement au complexe argilo-humique, c'était ça mon idée. Dans le détail, je ne vous contredirai pas. Le vivant crée les conditions de la synthèse, et la synthèse elle-même est une réaction chimique qui n'est pas contrôlée automatiquement par le vivant dans la plupart du temps. C'est ce qui fait l'originalité du kérogène après comme matière organique non répétitive. Tu pourrais poser bien les définitions de polymérisation versus polycondensation? Une polymérisation, pour moi un polymère, je ne suis pas un chimiste, hein, mais pour moi un polymère c'est une macromolécule faite d'une répétition de motifs que l'on retrouve régulièrement, alors plus ou moins complexes. Et la polycondensation, c'est l'agrégation de molécules chimiques par des liaisons plus ou moins faibles, alors qu'elles sont de nature extrêmement variée. On n'aura pas, c'est ce qu'on trouve dans le kérogène, hein, dans la matière organique du sol qui va donner plus tard les ressources en hydrocarbures. L'originalité, c'est que la plupart des molécules qu'on rencontre ne sont pas reproductibles, contrairement à ce que, en général, produit le vivant. Donc, pour moi, c'est une originalité aussi du sol. C'est une rencontre entre le monde minéral et le monde vivant. Le monde vivant est capital pour créer les conditions de son développement, mais il y a aussi quelque chose à lui qui échappe un petit peu au contrôle classique qu'on a dans la vision du vivant, avec la genèse de macromolécules qui sont donc très contrôlées au point de vue motif parce qu'elles sont contrôlées enzymatiquement. Une autre question? En fait, c'est une question à Marc-André, mais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de la poser. Quand tu dis recrute des agents pathogènes, ça veut dire quoi recrute? Quand tu parlais des arbres qui recrutent, j'ai bien compris, dans l'environnement. En écologie, le recrutement s'oppose à la succession. Dans les deux cas, il y a des espèces qui apparaissent. Mais dans la succession, c'est un processus ordonné d'apparition localement, d'apparition d'espèces suivies. C'est mieux de prendre le micro pour l'enregistrement des questions. Sinon, on n'entendra pas, je pense. Donc le recrutement, comme la succession, c'est des phénomènes où vous voyez apparaître localement des espèces. Dans la succession, vous en voyez apparaître, mais au fur et à mesure, il y en a qui disparaissent. Dans la succession, c'est cumulatif. C'est-à-dire que petit à petit, il y en a de plus en plus, quoi, et au fur et à mesure qu'elles arrivent, elles s'installent et elles restent. Donc là, ce qu'on appelle, c'est le recrutement au sens écologique. Oui, qui s'applique aussi dans les populations, dans les communautés. Et là, en fait, le processus qui est derrière, c'est que les propagules circulent partout, et quand effectivement elles rencontrent leur hôte, elles s'installent durablement. Ça précise Non, mais le mécanisme... L'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un peu partout les propagules de pathogènes, mais il n'y a que là où il y a leur hôte, elles peuvent s'installer. Et donc, concrètement, quand on fait la population d'hôtes, on voit de plus en plus se multiplier les pathogènes. Bon, qui d'ailleurs, pour certains, sont des nématodes aussi. Il y a une spécificité forte, là. Et alors, l'idée, c'est qu'effectivement, une bonne partie de ces pathogènes sont plutôt spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des fins intraspécifiques, plus encore qu'un effet intraspécifique. C'est ce que montraient les diagrammes. Guy, tu as fait une allusion dans ton introduction sur la suppression 99 du sol des programmes et sa réintroduction récente en 2010. Et j'aurais aimé que tu détailles un petit peu comment tu vois cette réintroduction, connaissant pas bien les programmes de 99. Tu as fait une allusion au caractère un peu journalistique, à la place anthropocentrée de l'étude du sol comme une ressource. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette comparaison et sur ton analyse du sol dans le programme actuel? C'est un peu difficile parce qu'on va entrer dans la polémique, mais comment dire, on est passé d'une... alors ce sera une double polémique. On est passé d'une attitude que j'appellerais naturaliste à une attitude de biologiste. Bon.
Ça a été le changement, le basculement qui commence en 65, mais il faut pratiquement 15 ans pour que ça se mette véritablement en place. Et quand je dis 15 ans, c'est plutôt la disparition de la génération précédente que je ne nommerai pas. Donc voilà. Ensuite, il apparaît progressivement. Alors c'était déjà vrai avec la médecine, on parle toujours un petit peu de médecine, mais jamais de front, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas les maladies, mais on parle quand même de vaccination, on n'analyse pas l'hypertension très en détail, mais on dit qu'on a des mécanismes pour agir sur l'hypertension, qui sont essentiellement des mécanismes, on va dire, biologiques et biochimiques, hein, vous connaissez tout ça. On ne parle pas des mécanismes culturels de l'hypertension. Et ainsi de suite. Et donc on est à chaque fois dans la position de faire valoir, plus que d'analyse de front pour elle-même. D'une certaine façon, ça ressemble un petit peu au sol, puisque au début le sol est une ressource, c'est un faire valoir de la productivité végétale, et puis tout d'un coup on se dit non, non, il faut l'étudier pour lui-même, en tant que tel. Et puis tout d'un coup on rebascule dans l'autre sens et on revient à, on est dans une position de faire valoir avec le fait que comment dire, les programmes ont aussi changé parce que les horaires ont changé et qu'on a de moins en moins de temps pour pouvoir développer entièrement tous les aspects. Et on a eu ça en immunologie, je le disais d'un mot, puisque tout d'un coup on nous a dit qu'il faut entrer par le sida, ce qui me semble une aberration complète. J'espère que je ne suis pas le seul. Et surtout pour entrer dans l'immunologie, je ne dirais pas que le sida n'est pas une question d'immunologie, mais c'est peut-être pas la question principale et centrale. Et là, dans le cas précis des nouveaux programmes, on a un peu la même chose. Donc d'un côté, une espèce de réduction, parce qu'on n'arrive plus à enseigner au fond les mécanismes, on n'en a pas le temps, et on a l'impression qu'on reste un petit peu dans un texte un peu journalistique, quoi. Mettons un journal sérieux, mais enfin, quand même un journal, quoi. C'est un peu ça que je vois. Alors il faudrait creuser et approfondir. Et je ne veux pas trop approfondir 2010 parce que il y a des auteurs qui sont là, quoi. Par contre, vous auriez pu inviter l'un des auteurs, effectivement, à justifier la façon dont elle a rédigé son livre dans la collection de M. Dominique Roja, qui s'appelle Céline Gouasset. C'est elle qui a rédigé le texte. On en a discuté, bon ben voilà. Normalienne, oui. Une autre question peut-être? Commentaire sur le journalisme. Moi, je suis inquiet de la façon dont évoluent les programmes et plus exactement la façon dont c'est conçu. Parce qu'on cherche à intéresser l'auditeur en lui parlant de choses qui ont des conséquences pour lui. Et finalement, on arrive à un espèce de biais d'anthropocentrisme en finissant par voir les objets au travers de l'homme. Dans le cas des sols, moi j'aime bien justement ce mot que j'entends de journalistique. On nous parle finalement de l'importance que ça peut avoir pour l'homme. J'ai peur qu'on en vienne à ne pas avoir le temps de parler de ce qu'est le sol en lui-même, et donc de ce qui est en amont de cette importance pour l'homme. Et de plus en plus, je vois des chapitres du programme qui, bon, le sida c'est pareil, qui se justifient comme accroche, mais où l'accroche se fait au détriment de la logique interne, finalement n'est pas explicative. Oui, je ne suis même pas sûr que ce soit une accroche d'ailleurs, mais enfin bon, c'est toujours conçu comme tel. Il y a aussi une dimension justifier notre discipline. Bon, ça c'est tout le côté politique du nombre d'heures d'enseignement, de salles de travaux pratiques, de matériel, d'aide de labo, etc. Bon, qui tire un petit peu dans ce sens aussi. Bon, c'est vrai. C'est exact, c'est un argumentaire possible, mais effectivement cet argumentaire contient un côté un peu pervertissant, ou risque en tous les cas de le contenir. Ça, c'est une difficulté. Donc d'une certaine façon, on a un peu un retour. Roland Paul, je n'interviendrai cet après-midi. Et je voudrais parler un peu de cette notion d'anthropocentrisme sur le programme. Il faut quand même voir qu'on arrive à un retour de la science des sols dans le programme de seconde, et en discutant avec les enseignants, ce dont je me suis aperçu, c'est que finalement ils consacreraient 1h30 à 3 heures d'enseignement.
sur les sols. Donc on ne peut pas être tellement ambitieux. Si déjà on fait un cours qui tourne autour du sol dans le cadre d'un développement durable, en 1h30, 3 heures, je trouve que c'est déjà un bon début. Peut-être que dans quelques années, les programmes évolueront encore et qu'on mettra le sol comme écosystème, de manière plus générale, mais que déjà on ait ça, c'est déjà une avancée considérable. Donc, à mon avis, ne soyons pas trop critiques. On a un retour des sols dans le programme, c'est déjà quelque chose de remarquable. Profitons-en, essayons de faire quelque chose de mieux. Je suis assez d'accord également. Ah oui, ça va le là, je travaille un peu avec une danse. Je suis assez d'accord effectivement avec une approche uniquement par les grands problèmes sociétaux du programme, puisque finalement c'est ça, hein, on rentre par les problèmes de santé humaine, de santé publique et puis les problèmes environnementaux. Et on peut effectivement s'en plaindre sans vouloir faire l'avocat du diable. Je me demande aussi si on n'est pas dans une société hyper médiatique, où en gros nos élèves vont être fortement soumis à tout un tas de messages environnementaux qui sont maîtrisés plus ou moins par les gens qui les diffusent. Et est-ce que c'est pas aussi un peu notre rôle de contrecarrer à notre échelle, avec 1h30 par semaine malheureusement, ces messages-là pour remettre un petit peu de science dans tout ça. Donc je sais pas moi je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas ce qui est passé dans la tête des gens qui ont fait les programmes. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent se justifier. Alors on peut le regretter, hein, je serais ravi d'avoir l'occasion de faire un peu plus de sciences académiques avec les élèves. Mais dans un contexte où, en gros, on a pas mal de gens qui passent un peu moins de temps à s'intéresser aux sciences, bah, c'est aussi un moyen de prendre ce temps justement de rentrer par les mêmes voies que les voies journalistiques sur le sujet. Bon, on est évidemment bloqué par les horaires. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des tas de choses qui ne sont plus faisables. Bon. Et il y a une violente polémique au niveau collège, par exemple, sur le IST. On va la laisser de côté, mais on va retrouver les mêmes choses. Si on oublie un court instant les horaires et que... Excuse-moi, définis ce que c'est que le IST, parce que je suis pas sûr. Enseignement intégré des sciences et des techniques. C'est-à-dire que les 3 disciplines qui s'appellent donc SVT, physique, chimie et technologie, donc sont enseignées par une seule personne qui aurait un horaire plus important. Alors j'ose pas dire lequel parce que évidemment comme c'est à titre expérimental, les horaires sont assez alléchants, ils peuvent être de 4 heures, de 5 heures, confiés à une seule personne, mais il n'est pas sûr qu'ensuite ça va durer de cette façon-là. Et l'opération politique qui est derrière, bien sûr, c'est qu'il n'y a qu'un seul enseignant pour les 3 matières, et que progressivement ensuite on puisse réduire à 4h30, 4h, 3h30, ainsi de suite. Voilà. C'est une solution qui est évidemment aussi un petit peu perverse, parce que vous savez très bien qu'en collège, beaucoup de gens ne peuvent pas faire leur service entier sur un collège, donc ils doivent être à cheval sur 2. Dès qu'on est un petit peu éloigné de grosses villes, eh bien c'est des collèges à 50 km, donc beaucoup de voitures. Et si on vous propose de faire la totalité de votre service sur place, vous êtes évidemment intéressé. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une compétence disciplinaire? Ça, c'est quelque chose qui est à discuter. J'espère vous en avoir donné une petite approche avec ce recul de 45 ans pour démarrer d'une compétence disciplinaire nulle, pour moi du moins, à une compétence qui est en train de se dégrader, n'est-ce pas, avec l'âge, progressivement. Ça vient vite, ça vient vite. Voilà. C'est ici difficile. Moi, j'introduis une notion qui est la notion de condition de possibilité. J'avais fait une allusion très rapide l'autre fois. C'est bien beau de vouloir expliquer
de manière, disons, de vulgarisation sérieuse, quelque chose, il y a des conditions en amont pour les comprendre. Si ces conditions en amont ne sont pas là, eh bien, ce qu'on dit est à peu près inopérant. Et évidemment, on tombe à ce moment-là dans soit la mise en récit, comme nous avait montré Denise Orange, ce que font spontanément les élèves, soit la mise en image, soit la mise en spectacle. Et à ce moment-là, Daniel Ajdac nous avait montré qu'on peut remonter à Molière, carrément. C'est le premier qui met la science en spectacle. Et qui parle par exemple de la circulation sanguine dans l'une de ses pièces, je ne me rappelle plus laquelle, mais enfin, et il prend parti pour les circulationnistes, c'est-à-dire Harvey, qui était la théorie moderne, contre les autres qui pensaient que le sang irrigue les vaisseaux. Bon. Il est évident que ça, c'est la difficulté. Si on reste à un niveau un peu de surface, un peu inopérant, si on n'a pas construit derrière. Si vous avez eu la pratique des premières L, et il est évident que c'est une difficulté fondamentale, parce que quand vous faites un cours, ils sont contents. Quand vous faites le deuxième cours qui s'appuie sur le premier, eh bien, vous êtes sur du sable. Et le troisième cours, il vaut mieux changer complètement de registre et partir sur autre chose. Ça, c'est la difficulté.